Résister, du latin sisto, signifie arrêter, tenir l'arrêt ou s'arrêter, écrit le philosophe Giorgio Agamben. L'homme peut avoir la maîtrise de sa puissance et n'y avoir accès qu'à travers son impuissance, ajoute-t-il. La contemplation peut-elle être un acte de résistance ? Loin d'être un état passif, elle implique une relation au monde singulière, une relation d'usage inappropriable, selon le concept franciscain. Elle ouvre aux notions de pauvreté et de richesse qui rejoignent nos préoccupations contemporaines. À travers une série de vidéos, le Collège des Bernardins vous propose de faire une pause, loin de la frénésie du monde, pour expérimenter un temps de résistance contemplative, atypique, en vous tenant à l'arrêt devant les œuvres de Giacometti, puis Tadashi Kawamata, Caspar David Friedrich et enfin Chagall. Dès sa jeunesse, Giacometti veut innover. Les portraits en plâtre de son père et de sa mère défient les règles. La tête de la mère est ronde et plate, celle du père est gravée sur un pan coupé. Les premières œuvres d'Alberto sont faites dans l'atelier du père. « Est artiste celui qui sait voir », disait celui-ci. S'arrêter pour contempler et de nouveau résister. Giacometti, c'est aussi une histoire de frères. Alberto et Diego pétrissent avec leurs doigts l'un devant l'autre, depuis toujours. Et d'ailleurs, le côté escarpé, les arêtes saillantes des bronzes d'Alberto prennent racine dans les Grisons, la montagne de son enfance. Lorsqu'il palpe l'argile, il retrouve les sentiers de son village, la boue sur ses godillots d'écoliers, les torrents glacés, les ravins. Mais le jeune artiste a d'abord traversé plusieurs crises terribles. À 17 ans, Alberto veut dessiner des poires. Sous son crayon, elles deviennent de plus en plus petites. Son père le réprimande. Il gomme, regomme et recommence. Mais aucune retouche ne peut en venir à bout. Il ne peut les voir qu'à distance, comme ici, cette pomme sur le buffet. La première crise fut donc celle de la dimension. S'ajoute à cela une expérience cruelle. À 20 ans, il accompagne un conservateur hollandais pour un voyage en Italie. À peine parti, le vieil homme s'alite et meurt sous les yeux d'Alberto. Devant le regard disparu, les traits immobiles, Alberto perçoit ce qui va hanter sa vie, capter l'éphémère. Tout est devenu fragile, dit-il alors. Cette fragilité, il la donnera mystérieusement à ses créatures. Son goût du provisoire est né là. Est-ce pour cela qu'en 1922, l'enseignement de Bourdelle à la Grande Chaumière à Paris ne le satisfait pas? Les dimensions, les conventions, l'académisme, tout cela ne peut le convaincre. Ce qu'il cherche, trouver la vérité au-delà des apparences, résister encore et encore. Il se tourne alors vers les avant-gardes. La sculpture Le Couple se présente comme un double totem. L'art primitif aide Giacometti à se libérer, à entrer en désœuvrement. Mais sa tendance à réduire les dimensions le taraude toujours. Ces petites sculptures sont devenues une grande partie de la légende de l'artiste. On dit même qu'il se promenait avec certaines d'entre elles cachées dans une boîte d'allumettes, pas plus haute que 3 cm. Il n'obtenait jamais que la dimension minuscule. « Je n'y peux rien, disait-il, c'est diabolique. » Inlassablement,
il recommence. Il détruisait la nuit son travail du jour. Et pendant toute la guerre, réfugié en Suisse, il s'absorbera dans ces sculptures invendables, aspiré par le gouffre du minuscule. C'est la misère pour lui et l'expérience du dénuement. Lors d'une exposition en Suisse en 1939, il présentera ces figures de quelques centimètres. Dans la grande salle, elles imposent leur échelle et soudain, de petites, elles deviennent monumentales. Une nouvelle croyance est apparue, fruit de son désœuvrement. Le dessin le conduit bientôt à réaliser des grandes figures. Elles sont rageuses, barbares, filiformes, femmes faites de grumeaux d'espace, en disait Sartre. Surgissent alors une foule de personnages. Les tâtonnements, les échecs, la non-puissance l'auront nourri autant, sinon plus, que les réussites. Désormais, il gomme tout détail superflu, le corps, le crâne, les bras. Les femmes frontales, aux pieds épais comme des racines, ont des têtes minuscules. Leurs jambes, étirées à l'excès, les rendent immenses. Toutes ces étapes, mises bout à bout, l'amènent à son chef-d'œuvre, L'homme qui marche. En 1958, l'architecte américain Gordon Bunshaft commande à Giacometti une sculpture monumentale à placer devant la Chase Manhattan Bank à New York. Il se confronte ainsi à l'échelle de l'espace public. Quel chemin parcouru depuis les poires minuscules de ses 17 ans. Voici L'homme qui marche 1. Du sommet du crâne au talon court une oblique rigide, comme un Y à l'envers. Le bronze râpeux montre un personnage fragile, mais déterminé. Ses jambes étirées portent un buste incliné vers l'avant. Les bras font balancier. Une peau fine lui couvre les os. Gracile, décharné, filiforme, son pas long et lent va vers un monde inconnu. Ses pieds énormes, englués dans la glaise, ne brisent pas son élan. Son visage, indéterminé, fait de lui l'homme universel qui pose son regard sur l'horizon du monde. Il traverse le temps, rongé par le vide. Vers quoi cet homme marche-t-il, enfermé dans sa solitude? Dans la foulée de l'homme qui marche, une multitude de façons d'être au monde se développe. L'homme qui marche sur la pointe des pieds ne pèse rien, on ne sent pas son poids. L'homme qui danse garde la tête loin du socle. L'homme qui chavire se tient à la limite de l'équilibre. Ce travail s'applique aussi aux animaux, comme ici avec le chien. Cette bonne tête aux oreilles pendantes, cette échine, cette maigreur, cette silhouette dégingandée, tout cela nous fait sourire. Il marche, comme l'homme qui marche, sans relâche, jusqu'à la fin des temps. Ce chien désigne la misère et la solitude de l'artiste. Voici ce qu'il en disait. Ce chien, c'est moi. Un jour, je me suis vue dans la rue comme ça. J'étais le chien. Expression du processus de création de l'artiste. Apprendre à voir, accueillir son impuissance, entrer en désœuvrement, se perdre pour approcher la vérité.